Merci, Monsieur Marc Laverne, pour cette remarquable communication sur laquelle je pense vont porter plusieurs questions. Avant de passer la parole à notre ami Charles Saint-Prou, je n'ai pas oublié le discours de son Excellence, M. Amr Moussa. Je ne l'ai pas oublié. Comme nous avions un petit retard, et si prestigieuse soit la personnalité de M. Amr Moussa, j'ai fait le choix, pas très douloureux, de laisser la parole à ceux qui sont présents et de faire le discours de M. Amr Moussa après l'intervention de notre ami Charles Saint-Prou, auquel je cède le micro tout de suite. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit tout à l'heure. Je vais surtout me placer dans un contexte plus géopolitique. Et je pense que lorsque l'on parle des relations franco-égyptiennes, on est obligé de le placer dans un cadre qui est celui des relations franco-arabes ou de ce qu'on a appelé la politique arabe de la France, même si un ministre de passage a cru bon de dire qu'elle n'existait pas, mais il faut dire que ce ministre avait été nourri au lait de l'antigaullisme. Et donc on peut concevoir qu'il ne voulait pas assumer l'héritage gaullien de cette politique arabe. La politique arabe de la France, elle présente une particularité qui suffit à démontrer son caractère exceptionnel. C'est l'une des plus vieilles constantes historiques de la politique française. Le général de Gaulle rappelait que le monde arabe est une région dans laquelle la France a toujours manifesté un intérêt particulier. C'est en effet une politique millénaire. Et il en est ainsi pour une raison très claire. Un pays n'a pas le choix de plusieurs politiques étrangères. Il n'en existe qu'une qui soit conforme à ses intérêts fondamentaux, à son génie propre. Une politique étrangère ne doit rien aux passions du moment, aux intrigues des groupes de pression et d'influence, aux préférences idéologiques. Certes, on peut infléchir, on doit infléchir des orientations en tenant compte des contingences conjoncturelles. On peut même renverser les alliances lorsque c'est nécessaire, mais il n'est pas possible de modifier arbitrairement les données géopolitiques d'une nation. Une politique étrangère reste toujours dictée, d'une part, par l'histoire, la géopolitique, l'économie, bref, ce qu'on appelle les lois de la politique d'une nation, et puis elle reste dictée par le rôle qu'une nation s'assigne sur la scène internationale. La politique arabe de la France est donc une option fondamentale. La présence de la France dans le monde arabe possède une indéniable épaisseur humaine, culturelle, historique, politique, économique. Et la politique arabe de la France est l'expression d'une certaine idée du rôle de la France dans le monde. Le rôle de la France consiste à maintenir les grands équilibres géopolitiques et à plaider pour une solution juste et durable des conflits. C'est une obligation qui s'impose à tout gouvernement qui a tant soit peu le souci d'une certaine idée du rôle de la France dans le monde. Cette politique arabe se fonde sur les principes et des objectifs stratégiques essentiels. Le premier concerne l'évolution des relations internationales. Contrairement aux niaiseries serinées par les adeptes de la mondialisation heureuse, le monde nouveau n'est pas plus tranquille que l'ancien. Ce n'est pas un progrès, et je ne pense pas que nous soyons en infériorité par rapport aux pays asiatiques ou à d'autres, parce que nous ne payons pas les ouvriers $100 par jour en les faisant travailler 14 heures par jour. Je ne pense pas que nous soyons inférieurs aux autres, parce que nous ne faisons pas du dumping social. Donc cette mondialisation n'est pas heureuse et le monde nouveau n'est pas plus tranquille que l'ancien. Il est nécessaire d'imaginer un nouvel ordre international fondé sur une vision multilatérale et non hégémonique. Et puis, il faut arrêter les niaiseries du style de la mondialisation. Il n'y a pas de mondialisation. Il y a la politique des nations, il y a la politique de la Russie, il y a la politique de la Chine, il y a la politique des États-Unis, il y a la politique du Brésil, il y a la politique de l'Inde. Soyons sérieux. Il n'y a que les gens qui ont renoncé à faire l'histoire qui vont vous parler de mondialisation parce qu'ils ne veulent plus exister, ils ne veulent plus prendre la peine d'être dynamiques, d'être soi-même, de lutter. Mais les autres peuples, les autres nations, elles luttent. Il faut aujourd'hui redonner au droit international sa primauté au lieu de la loi du plus fort. Il faut apporter des solutions justes aux crises
en tenant compte des droits des peuples et en préservant les grands équilibres régionaux. Ça, c'est le premier enjeu. Et le second enjeu de la politique arabe de la France, elle concerne la menace d'un choc des civilisations. Nous savons que cette théorie hallucinée a été répandue outre-Atlantique dans le cadre d'un projet stratégique répondant à la nouvelle conjoncture internationale née de l'après-guerre froide. Il est intéressant de noter que certains extrémistes dans le monde musulman ont contribué à nourrir l'idée d'un tel affrontement en prenant, il est vrai, prétexte des crimes de la politique de certaines puissances au Proche-Orient et en particulier le crime majeur qui a été la destruction de l'Irak. Aujourd'hui, c'est une terrible menace qui risque d'opposer le nord et le sud de notre Méditerranée. Pour la conjurer, il est nécessaire de renforcer les traits d'union entre les grandes civilisations et la politique arabe de la France tend précisément à cet objectif. À bien des égards, la traditionnelle politique arabe de la France est encore plus nécessaire de nos jours. C'est dire qu'elle n'a pas seulement un passé, mais elle a un avenir, comme le gaullisme a un avenir. Je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous dites que le gaullisme est terminé. Le gaullisme, la vision gaullienne, c'est la vision de la France, c'est la vision de la France de toujours, c'est la vision de la France debout. Alors bien sûr, on peut imaginer une France couchée, une France avachie, une France qui n'a plus de dignité, mais ce n'est pas ma vision, ce n'est pas la vision des Français en majorité. La France est la seule puissance qui a une politique arabe, la seule qui considère le monde arabe comme un partenaire incontournable. Et c'est pourquoi on ne parle pas de la politique de la France au Moyen-Orient, ce qui ne veut rien dire d'ailleurs, comme disait Michel Jaubert, pour nous c'est le Proche-Orient, ni même d'une trop ambiguë politique méditerranéenne qui trop souvent sert et a servi à masquer la tentation de ne pas avoir de politique arabe. Pour les raisons d'hier qui sont encore plus celles d'aujourd'hui, la politique arabe de la France, c'est une ardente obligation qui devrait s'imposer à tout gouvernement digne de ce nom. Cette question est considérable puisqu'elle concerne le rôle de la France dans le monde. À vrai dire, ceux qui stigmatisent le jeu de la France dans l'Orient arabe n'ont pas le souci que la France tienne son rang. Ils veulent tout simplement noyer notre nation dans cet ensemble flou et inconsistant qu'on appelle l'Union européenne, malgré qu'en elle les chante du renoncement. Ceux-là même qui contestaient le général de Gaulle, car, excusez-moi, je ne suis pas encore d'accord avec vous, mais ce n'est pas le peuple, en mai 68, qui a lutté contre le général de Gaulle. Ce sont des agitateurs manipulés par les États-Unis et Israël qui voulaient faire payer à la France sa politique nationale. Ce sont des gens aussi infects que l'ignoble Cohn-Bendit et ses consoeurs qui disaient « le drapeau français est fait pour être brûlé ». Voilà ce qu'était mai 68. Ce n'était pas le peuple de France. Le peuple de France, il était avec le général de Gaulle. Donc, malgré qu'en elle les chante du renoncement, la France seule peut faire beaucoup de choses, si tant est que ceux qui la dirigent aient une ambition nationale. Le moment est venu d'une politique arabe de la France dynamisée. Une telle politique doit être consolidée autour d'alliances concrètes avec des pays qui partagent les mêmes préoccupations et les mêmes analyses. On pense naturellement au Royaume du Maroc, qui est un allié traditionnel dans la région maghrébine et sahélo-saharienne, et qui est aussi une vieille nation, monsieur Verlavergne, qui a 12 siècles d'existence, et comme le disait le roi Hassan II, une nation qui a été faite par ses rois. On pense aux Émirats arabes unis, qui sont en pointe dans la lutte contre l'extrémisme, et on pense évidemment à l'Égypte. Alors la relation franco-égyptienne, bien sûr qu'elle est fort ancienne et qu'elle touche tous les domaines. C'est le roi Louis XII qui signa le premier traité avec le sultan Bajazet en 1500, et puis il y a eu la campagne de Bonaparte à la fin du XVIIIe siècle, et puis surtout cette relation particulière entre la France et l'Égypte tout au long du XIXe siècle, parce que ce fut une politique qui devient la pierre angulaire de la diplomatie française, qui apporta son soutien à Mohamed Ali et à ses successeurs contre la domination ottomane. Et en même temps, l'Égypte sera l'origine d'une première modernisation du monde arabe. Rappelons-nous de la Nada, et vous aviez raison de citer Tataoui, qui a écrit l'Or de Paris et qui donnait l'exemple pour d'un renouveau à travers ce modèle français, très influencé donc par la pensée, la culture et le droit français. La Nada et les réformateurs de l'Égypte du XIXe siècle ont été un peu les porte-parole de ce lien entre la France et l'Égypte. Et puis, il ne faut pas oublier l'économie, la construction du canal de Suez, bien entendu. Alors, l'affaire algérienne terminée, comme l'on sait, la France renoua des relations amicales avec l'Égypte de Nasser. Après Nasser,
il faut le dire, Paris n'approuva pas certaines dérives qui visaient à tourner la page du nationalisme arabe, tout en permettant aux frères musulmans de reprendre pied dans la société égyptienne. Pas plus que Paris n'approuva le traité bilatéral signé avec Israël, parce que nous savions, ou la France savait, que cela ne résoudrait pas la crise du Proche-Orient, cela ne résoudrait pas le drame de la Palestine. De nos jours, l'Égypte reste l'un des piliers de la politique arabe de la France. Elle est évidemment un partenaire essentiel dans un monde arabe en crise. Il existe entre nos deux pays une convergence de vues stratégiques sur les questions régionales, sur l'urgence de trouver une solution juste et durable au drame du peuple de Palestine, sur le danger du fanatisme et du terrorisme. Par ailleurs, la France et l'Égypte ont la claire perception de la nécessité de renforcer les liens entre les deux rives de la Méditerranée. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la politique de la France depuis le mouvement qui a permis de renverser le régime des frères musulmans en juillet 2013. Alors que les États-Unis d'Obama n'ont pas hésité à installer les frères musulmans au pouvoir, puis à critiquer le mouvement national de redressement, la France a su raison garder. C'est ainsi qu'une impulsion nouvelle a été donnée à la relation bilatérale franco-égyptienne. Le renforcement de la coopération France-Égypte revêt donc une signification géopolitique de première importance. Voici renaître une alliance stratégique qui inclut également les principaux soutiens arabes au Caire, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Il y a une soixantaine d'années, Gamal Abdel Nasser appelait le peuple égyptien à relever la tête, à oublier les jours d'humiliation. Aujourd'hui, l'Égypte doit faire face aux défis de la rénovation, de la guerre contre les forces de haine et de la terreur. Et la France ne peut que souhaiter la réussite des efforts du gouvernement égyptien. Bien entendu, la diplomatie française ne doit tenir aucun compte des anathèmes et des manœuvres des cercles idéologiques qui se font les complices des groupes rétrogrades et radicaux qui voudraient entraîner l'Égypte dans le chaos. Sur ce point, la collusion entre le gauchisme et le fanatisme pseudo-religieux est assez intéressante à noter. L'Égypte est engagée dans une lutte tenace contre le groupe politico-religieux des frères musulmans et contre des bandes terroristes qui sévissent dans le désert du Sinaï. Dans cette lutte, l'Égypte a besoin de l'aide déterminée de ses amis. Après son élection à la présidence de la République, en mai 2014, Abdel Fattah el-Sisi a promis de restaurer la grandeur de son pays. Cette tâche considérable nécessite de pouvoir compter sur des amis sûrs et de ne pas être dépendant de pays dont personne ne comprend exactement la position exacte, si tant est qu'ils en aient une. Tout ramène inexorablement à la volonté politique. Il faut redonner un souffle volontariste et ambitieux à la construction d'un axe euro-arabe, un axe dont le moteur doit être, soyons francs, la coopération étroite entre les nations les plus représentatives de nos civilisations, l'Égypte, le Maroc, la France, quelques autres. Sur ce point, comme tant d'autres, c'est encore le général de Gaulle, ce grand bâtisseur d'avenir, qui avait fixé le cap. Il disait « Il faut voir loin. Si nous voulons autour de cette Méditerranée, accoucheuse de grandes civilisations, construire une civilisation moderne qui ne passe pas par le modèle américain et dans laquelle l'homme sera une fin et non un moyen, alors il faut que nos cultures s'ouvrent très largement l'une à l'autre. » Oui, comme le disait le général de Gaulle, il faut voir loin. Non, cette vision gaulienne n'est pas périmée, puissions-nous les uns et les autres ne pas passer à côté de l'histoire.